qu'il y avait des autocars pour remplacer les TGV. Ils n'ont pas compris le détail. Et puis de temps en temps, on leur a dit, il y a quelques autres articles derrière. Et jamais, aucune télévision, aucun grand média n'est rentré dans le détail. Quand vous avez 106 articles, ce qui est vicieux, c'est que les gens ne peuvent pas retenir. Et il y a des choses qui viennent, qui les frappent quand on leur dit, oui, ça va faciliter le droit du licenciement, et vous n'aurez même plus de recours pour être indemnisé et réintégré. Ils se disent, tiens, mais c'est où ça? Ou alors on leur dit, par exemple, que ça va être le début de la marchandisation du don du sang. Vous saviez que c'était fini le don du sang dans la loi Macron? Ben, je vous le dis. Vous savez que ça va être la fermeture des lignes de TER remplacées par les autocars. Les gens ne comprennent pas bien encore ce que ça veut dire. Mais ça va être un truc de masse, avec des effets sur la SNCF, avec des suppressions d'emplois en pagaille. Vous saviez que quand un patron faisait faillite maintenant avec Macron, eh ben, sa résidence principale sera protégée de la faillite. Pas celle du salarié, celle de l'employeur. Il y a des détails vraiment de toutes sortes qui sont... Ça donne l'impression d'un patchwork, ça donne l'impression de toucher à tout. Parce que par exemple, les impayés, ceux qui viennent d'ailleurs impatriés, ceux qui viennent d'ailleurs, perdront pas leurs avantages fiscaux de leur pays d'origine. C'est-à-dire qu'ils ne paieront pas d'impôts ici au taux des impôts qui sont payés sur le sol français. Vous avez pas assez de personnel. On annonce qu'on va supprimer 22 000 personnes dans les hôpitaux. On va supprimer 3 milliards, parce que Bruxelles l'exige dans les hôpitaux. Et par ailleurs, Macron dit, les hôpitaux pourront mettre de l'argent à investir dans les cliniques privées à l'étranger. Ça sera encore des lits en moins, bien sûr. Tout le monde ignore que c'est dans la loi Macron, parce qu'on se demande pourquoi c'est dans cette loi, cette question. Ben ça y est, vous comprenez? C'est-à-dire que toute une série d'articles sont exactement comme ça. Il a tenté de le faire passer, mais ce qu'il fait passer quand même dans son projet, c'est que les entreprises de moins de 50 salariés ne sont plus obligées de publier leurs comptes. Et je vous signale que les entreprises de moins de 50 salariés, c'est 97% des entreprises. Et que les holdings de 50, il y en a de moins de 50, qui possèdent tout. Et donc elles pourront échapper de cette façon-là à la publication de leurs comptes, de même que la petite boîte du coin. Et que ça n'aidera ni à la transparence, ni au contrôle des licenciements, ni au contrôle des travailleurs détachés, ni au contrôle des salariés et de leur SMIC. Il va y avoir une carte professionnelle pour les travailleurs du bâtiment, nous dit-on. Mais tenez-vous bien, pas seulement. Parce que derrière, il y a aussi la formation professionnelle sur toute la vie. Et le compte personnel de formation, il faut le suivre d'une entreprise à une autre. Donc en fait, sur cette carte, vous verrez petit à petit qu'elle sera à puce et qu'on y ajoutera des informations supplémentaires. Et l'argument qui nous est donné, c'est que ça sera pour contrôler le travail dissimulé. Mais si on veut contrôler le travail dissimulé, c'est pas au patron, c'est au contrôleur du travail, c'est aux inspecteurs du travail. Si le patron, lui, il a le pouvoir de regarder votre carte à puce, carte professionnelle, ça rappelle de bien mauvais souvenirs. Parce que je vous signale, ça s'appelait le livret ouvrier au 19e siècle. Parce qu'il y avait des manifestations, parce que, en fait, le livret ouvrier de l'époque, chaque ouvrier devait le présenter à son patron pour être embauché. Et sur le livret ouvrier, il y avait toute la trace de ce qu'il avait fait auparavant. Il n'y avait pas intérêt à ce qu'il soit syndicaliste, parce qu'il n'avait aucune chance d'être embauché. Et la carte professionnelle, elle donnera des traces des postes antérieurs, forcément tôt ou tard. Et il y aura un contrôle du patron, non pas sur êtes-vous dissimulé, pas dissimulé, etc., mais sur votre propre carrière. Et je suis très inquiet, moi, de cette carte professionnelle. Je préférerais qu'on double le nombre d'inspecteurs du travail et les moyens de sanction contre les patrons que de permettre aux patrons d'avoir le contrôle d'une carte professionnelle de ses salariés. Il nous a dit, oui, on va contrôler les routiers qui traversent la France pour qu'ils n'abusent pas. Là, les routiers, ils font Varsovie-Lisbonne, et Lisbonne-Varsovie, à des vitesses telles qu'en fait, ils travaillent 60 heures par semaine, ça met en danger tout le monde. Il y a un disque dans chaque camion. Il suffit d'aller relever le disque, il est électronique, vous savez la durée du voyage, la nature du voyage, etc. Et il n'y a pas assez de contrôleurs pour le faire. Au lieu de payer des portiques, ça a coûté 800 millions, plus 800 millions pour les défaire. Avec les frais de justice et tout ça, c'est 2 milliards de gaspillés. Mais ils avaient peur des contrôleurs. Ce que vous mettez des contrôleurs, c'est des humains. Ils regardent tout. C'est emmerdant pour les patrons. Est-ce que le portique, il est au-dessus? Il ne regarde pas les conditions de travail du routier. Il regarde seulement la taxe qu'on encaisse. Tandis que le contrôleur, il fera les deux choses ou les trois choses en même temps. Et alors après, on arrive aux travailleurs détachés. Il y a, paraît-il, un article qui dit qu'on va pouvoir traquer plus durement les travailleurs détachés.
Alors je vais intervenir parce que c'est faux. C'est faux parce que la loi, le projet, ah oui, il faut dire le projet de loi Macron, elle n'est pas passée. Tout le monde dit, ah ouais, elle est votée. Non, ça va passer par le Sénat, qui va la structurer. Ils vont l'aggraver, le Sénat. Hein. Bon, elle va la structurer. Après, il faut une commission mixte paritaire entre le Sénat et l'Assemblée. Ils ne se mettront pas d'accord. Et ensuite, il faut que ça revienne dans l'Assemblée. Et pour qu'elle passe, il faut un autre 49.3 dans les mêmes termes, sur le même texte que la fois précédente. Parce qu'il dit qu'il va remettre en cause l'inspection du travail. Il dit qu'il va remettre en cause le droit pénal du travail. D'une orientation de négociation amoureuse avec le patronat, de façon à le séduire, et une fois qu'on l'a séduit, qu'il soit gentil avec les salariés. C'est ça la politique en vérité. C'est pour ça qu'il donne 41 milliards au MEDEF. C'est ça le fond de la ligne politique. Pour Macron, c'est la théorie du ruissellement. Oui, vous savez, c'est comme le champagne où il y avait des verres en cascade, puis plein de verres en bas. Alors vous versez le champagne en haut, et en disant, ça va finir par arriver en bas. Bon. Mais avec le patronat, c'est pas du tout le ruissellement qui se fait. C'est le siphonnement. Ils prennent en bas, et ils arrivent à faire remonter le champagne. Mais tout pour eux. Tout pour eux. Et l'opposition que je vais vous défendre par rapport à Macron, c'est que je suis contre le siphonnement. Et lui, pour le ruissellement. Et d'ailleurs, il l'a dit, hein, il est très clair cet homme, il a dit, enrichissez-vous. Ayez envie de devenir milliardaire. Je vous signale que c'est un désert des idéaux. Dire ça à des jeunes, c'est les insulter. Voilà. D'autant plus qu'après, il leur dit, si vous n'avez pas le sou pour prendre le TGV, prenez l'autocar. Hein. Donc en vérité, devenir milliardaire, il y a 78 milliardaires en France. 78. La France est le pays d'Europe qu'on a le plus. C'est le pays d'Europe où les richesses sont le plus concentrées, plus qu'en Allemagne et plus qu'en Grande-Bretagne, contrairement à ce qu'on croit. Le nombre de millionnaires chez nous est plus élevé qu'ailleurs, c'est 2,48 millions de millionnaires avec les propriétés foncières, etc. Bon. Et la concentration des richesses en France, c'est 1% des gens qui possèdent 25% des richesses. J'aime bien, à un moment donné, aux États-Unis, ils avaient un slogan, on est les 99%, vous êtes les 1%. C'est pas complètement passé dans le langage ici. Mais pourtant, c'est comme ça que la société française est structurée. Vous avez 1% des gens, ils possèdent à peu près tous les moyens de décision. C'est la même chose que dans les entreprises. Hein. Vous avez 1000 entreprises de plus de 1000 salariés, elles font 50% du produit intérieur brut. 1000, la moitié de l'économie. Après, il y a 1 200 000 entreprises. Mais il y en a 1000, elles sont décisives. Parfois, on dit, oh, les PME... Mais 80% des PME sont dans un groupe. Elles dépendent de celles d'en haut. Et là, ça ne ruisselle pas non plus. C'est-à-dire que quand il y a une aide à la PME, celle d'en haut, elle dit, ah, vous avez été dans le marché qui suit, je prends. Ils siphonnent, ils pompent. C'est comme les Shadocks, ils pompent. Et donc, c'est dans ce sens-là que ça se fait. Et donc, la structuration sociale du pays, il faut quand même la regarder. Vous avez 500 familles. Dans du Front Populaire, on disait 100. Aujourd'hui, on est un peu plus moderne, on dit 500, tout simplement parce qu'elle possède 440 milliards, alors que le budget de l'État est de 300 milliards. 500 familles, une fois et demie le budget de l'État. D'accord? C'est vachement important de savoir ça. Parce que vous savez, quand on dit on va taxer les riches, la réponse que font toute la droite, les médias, c'est on ne peut pas, ils vont s'en aller. Mais ils sont déjà partis. Alors après, la deuxième réponse, c'est puisqu'ils sont partis, on n'y peut rien. Mais c'est pas vrai. On sait tout. On peut aller les chercher partout. C'est une question de volonté politique. Les USA eux-mêmes, ils ont dit aux Suisses, s'il y a un citoyen américain qui est dans une banque, on veut le savoir, si vous ne le dites pas, la banque ne mettra jamais plus les pieds aux États-Unis. Mais les avoirs français dans les paradis fiscaux, c'est 600 milliards. 2 fois le budget de l'État. Alors, c'est pas toujours de la fraude, c'est de l'évasion. Ou, comment ils disent, de l'optimisation. On triche avec le machin, puis on arrive, puis on met l'argent là-bas. Et en ce moment, ça rapporte plus de mettre l'argent là-bas que d'embaucher ici. C'est-à-dire qu'ils ont intérêt à fermer ici pour mettre là-bas. Vous avez des gens naïfs qui pensent « Ouais, ben ça va nous revenir un jour ou l'autre, c'est bien. » Mais non, ça ruisselle jamais, ça ne revient pas. Et donc, vous avez un troisième truc, c'était, alors, HSBC en Suisse, on a vu que c'était des dizaines et des dizaines de milliards, mais le plus important, y compris pour vos grands groupes du bâtiment, c'est le LuxLeaks. Parce que le LuxLeaks, Cahuzac
Cahuzac, il s'est rendu célèbre parce qu'il était censé lutter contre la fraude fiscale, il faisait des panneaux lutte contre la fraude fiscale, et le mec il fraudait lui-même. Mais c'est bon. Les yeux dans les yeux en plus, il disait. Mais vous en avez un qui fait pire. Il n'est pas sanctionné, il s'appelle Jean-Claude Juncker. Donc pendant 30 ans, ce qui vient d'être révélé, c'est qu'il a détourné à peu près 2400 milliards d'euros. C'est même pas imaginable. Et avec 340 entreprises multinationales. Et dans les 340 entreprises multinationales, 58 multinationales françaises. Vous avez toutes vos grosses boîtes du bâtiment, elles sont là-dedans. Et alors, le détournement annuel, c'est 100 milliards. C'est pas moi qui le dis. Vous écoutez Yann Gallu, qui est un député chargé de la commission de la lutte contre la fraude fiscale, qui a dit c'est à peu près ça les révélations sur le Luxembourg. Et le gars au Luxembourg, c'est le gars qui s'adresse à chaque État pour leur dire tenez vos budgets en équilibre. Et au nom de, quand il y aura plus d'argent, l'argent viendra et l'argent fera de l'emploi. Mais l'argent, il revient jamais. Il revient jamais. Ils en ont jamais assez. C'est pas vrai que les riches se contentent de quelque chose. Les deux, Arnault et Bettencourt, ils possèdent plus que 20 millions de Français. Deux possèdent plus que 20 millions de Français. Et donc, en vérité, ça, c'est le fond de tout. Quand il y a la crise, on n'a pas besoin de prendre 9 milliards à la Sécu, 8 milliards aux collectivités territoriales, de faire 50 milliards d'économies, alors qu'il y a 100 milliards de fraude fiscale à aller chercher au Luxembourg. Quelqu'un me disait tout à l'heure, mais encore le journaliste, il me disait, oui mais c'est parce qu'ils volent la compétitivité. Pas vrai. S'ils voulaient être compétitifs, ils baisseraient les dividendes. Parce que ce qui coûte cher dans la vente des produits qu'ils font, c'est que les dividendes augmentent pendant que les salaires baissent. Ils arrivent à faire baisser nos salaires, mais eux, ils s'en mettent de plus en plus. Et donc, en vérité, vous baissez les dividendes, vous avez des produits moins chers. Si vous voulez être compétitif, c'est ce qu'il faut faire. Mais ils s'en foutent de la compétitivité. De la même façon, quand ils nous disent qu'il faut être flexible. Mais la flexibilité, ça n'a jamais fait un emploi. C'est le contraire. Plus vous êtes flexible, plus vous travaillez plus, moins il y en a un autre qui bosse. Le dimanche, le travail, le dimanche dans le commerce, ça ne fera pas un emploi, ça ne fera pas un centime de chiffre d'affaires en plus. Ce qui sera acheté le dimanche ne le sera pas le lundi. Les porte-monnaies ne sont pas extensibles. La deuxième chose, c'est que l'emploi qui sera créé sera créé pour une femme pauvre et précaire, dans la majorité des cas, ou pour un étudiant désargenté, c'est-à-dire en fait pour les victimes qu'on forcera à bosser le dimanche. Et puis l'emploi qui sera créé le samedi et le dimanche, ou le dimanche tout court, il sera supprimé le mardi ou le mercredi dans le planning général des magasins qui sont concernés. Il n'y aura pas une vente de plus. D'ailleurs, les magasins qui ouvrent déjà le dimanche, c'est le chiffre d'affaires le plus bas de la semaine, contrairement à ce qu'on nous dit. Parce qu'on dit, ben non, Castorama, ils font des affaires. Parce qu'ils sont les seuls ouverts dans toute une région. Mais quand tous sont ouverts, les magasins sont vides. Il n'y a pas de volontariat en droit du travail, vous le savez comme moi. Essayez de travailler le dimanche si votre patron ne veut pas. Essayez. Et puis essayez de ne pas travailler le dimanche si votre patron veut. C'est votre patron qui décide. Ce qui caractérise un contrat de travail est un lien de subordination juridique permanent. Dans l'entreprise, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de citoyenneté. C'est l'employeur qui décide de la naissance du contrat, de la gestion du contrat et de la rupture du contrat collectif. Vous êtes subordonné, c'est le patron qui décide, mais vous avez des droits de vous syndiquer, d'avoir des élus du personnel, etc. Subordonné avec contrepartie. Le patronat avait essayé, il y a 4 ans, de faire une conférence à Paris sur la soumission librement consentie. C'est-à-dire comment vous pouvez travailler mais renoncer à vos droits. Vous n'êtes plus subordonné mais vous n'avez plus de contrepartie. Vous passez un contrat de gré à gré avec l'employeur et le code du travail ne s'applique plus. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de contester cette notion de volontariat. On ne peut pas être à la fois subordonné et collaborateur. C'est pour vous faire croire que dans l'entreprise, vous êtes dans le même challenge, dans le même défi, dans le même bateau que le patron. Enfin, jusqu'à ce que le patron il parte avec le bateau, vous restez amarré sur le quai au pôle emploi, et vous appelez à ce moment-là, vous n'êtes pas collaborateur en plus pour le travail le dimanche. Vous regardez bien la loi. La loi prévoit qu'il y ait une négociation pour une majoration. Vous savez tous ici ce que ça veut dire. C'est que c'est le patron qui décide et que la loi n'impose rien. Mais les gens, ils se font avoir à la télé. Parce que moi, le nombre de débats, et de journalistes, même de bonne foi, qui voient, mais non, la loi prévoit une majoration. Non, elle prévoit une négociation pour une majoration. La loi ne prévoit rien. Et même c'est là-dessus que se fait le clash pour le 49.3 entre les députés. C'est pour casser la semaine des 35 heures. C'est pour casser la durée du travail, les repères. C'est pour casser la collectivité.
Et que plus la collectivité est cassée, moins il y a de repos commun, moins il y a de vie commune, moins il y a de vie sociale, professionnelle, etc. Pour eux, plus c'est facile de siphonner. De siphonner et de siphonner. C'est pareil pour le travail de nuit. Alors le travail de nuit est repoussé à minuit. Avant, ça dépendait des cas, 21h, 22h. Maintenant, c'est minuit, 23h59. Au nom du fait qu'il y a des Chinois qui veulent acheter du parfum sur les Champs-Élysées, à Marionneau ou Sephora, le soir, vers 10h du soir. Ils ont une envie soudaine et irrépressible de parfum, et ils sont embusqués. Et si le magasin n'est pas ouvert, ils prennent l'avion à toute vitesse pour Londres, acheter le parfum là-bas, et ça ferait du chiffre d'affaires en moins sur les Champs-Élysées. C'est comme ça qu'on nous l'a présenté. Hein. Le travail de nuit, vous savez, si c'est dans le commerce, ça commence à minuit, entre minuit et 7h, ça va passer dans les autres métiers. Parce que la plupart des métiers, vous aviez déjà à partir de 20h, 21h, 22h, des majorations de nuit conventionnelles, pas forcément légales, mais conventionnelles. Mais là, si vous repoussez l'horaire de nuit à minuit, bah, vous allez travailler en soirée, comme ils disent maintenant. Travailler en soirée, c'est pas le travail de nuit. Alors l'argument qui dit, oui, mais si le travail de nuit, on le facilite, ça va faire de l'emploi. Je vais vous donner le contre-feu. Parce que le travail de nuit, en France, il a été réélargi au travail des femmes en 1992, sous la pression de la Cour de justice européenne, qui, au nom de l'égalité professionnelle homme-femme, a décidé que les femmes pouvaient aussi travailler la nuit parce que ça leur ferait des emplois et qu'elles n'y avaient pas droit si elles étaient privées de travail de nuit. Le travail de nuit des femmes et des enfants, ça remontait au siècle précédent, c'est une protection. C'est pas une discrimination. J'avais pensé qu'avec le progrès, les hommes travailleraient de moins en moins de nuit. C'était comme ça qu'on faisait l'égalité professionnelle. Et en 1992, la Cour de justice a dit bah non. Et à l'époque, le ministre du Travail, malheureusement c'était Martine Aubry, je m'étais disputé avec elle, j'avais dit on ne peut pas échapper, sinon la France va être condamnée. Mais j'avais dit mais ce n'est pas vrai, parce qu'il y a l'OIT. Et ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que le gouvernement français a respecté les ordres européens, et l'Organisation internationale du travail a dit une chose très simple. Nous sommes le droit universel. 180 pays. Vous êtes la tribu européenne. Et s'il doit y avoir un droit qui s'applique, c'est celui universel dans les conventions que la France a signées et qui prévoit toujours d'interdire le travail de nuit pour les femmes. Et alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce que de 1992 à aujourd'hui, il y a 1 million de personnes qui travaillent de nuit en plus, en France. Il y en a maintenant 3 700 000. Et à l'époque, il y en avait 2 700 000. Et je vous dis la différence, c'est 1 million de femmes. 1 million de femmes qui ont été au travail de nuit en 20 ans, en plus. Et vous savez ce que ça a fait? Rien, puisqu'on a 2 millions de chômeurs en plus. Ceux qui essaient de vous dire, si on fait du travail de nuit pour qu'il y ait de l'emploi, on a la preuve. La preuve du pudding, c'est quand on le mange. C'est concret, c'est matériel. Depuis 20 ans, ils ont dérégulé le travail de nuit et le chômage a quand même augmenté. C'est la preuve que quand vous dérégulez, vous ne réglez pas le problème de l'emploi. Qu'ils mentent toujours sur ce sujet. Ils vont faciliter les licenciements. C'est le même esprit. L'histoire du licenciement, c'est une histoire clé. Parce que si vous êtes licencié facilement, en amont, vous défendez moins votre droit du travail. Le patronat français veut le licenciement sans motif. Ça, c'est le but. Et ils bossent. Ce sont des ennemis, mais féroces. Féroces. Regardez, ils avaient commencé avec le CNE de Villepin. Contrat nouvelle embauche. Pendant 2 ans, vous étiez licencié sans motif. Ils ont été retoqués. Ils ont refait avec le CPE. Contrat première embauche pour les jeunes, licenciement sans motif. Ils ont été retoqués. Alors ils ont fait la rupture conventionnelle, de gré à gré. Mais ça veut rien dire de gré à gré, puisque vous êtes subordonné. C'est-à-dire qu'il y a 1 million de personnes qui chaque année acceptent la rupture conventionnelle. On dit c'est parce qu'ils sont d'accord, ils signent. Mais ils n'ont pas le choix. Et quand elle arrive au Pôle emploi, qu'est-ce qui lui arrive? On lui propose un boulot, et c'est elle qui doit motiver le refus du boulot. Parce que ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'on vous vire sans motif, et puis après on vous impose un boulot, et c'est vous qui devez motiver pour le refuser, s'il ne vous convient pas. Ce qui est un tour de passe-passe qui s'est fait entre 2008 et la rupture conventionnelle, et maintenant, dans le but d'arriver au licenciement sans motif. D'ailleurs, pour la première fois, en amendement à la loi Macron, l'UMP l'a mis au vote il y a 3 semaines à l'Assemblée. Première fois. Donc c'est bien ce qu'il vise. Alors qu'est-ce que fait Macron dans sa loi? Il facilite, il ne peut pas le faire encore tout de suite. Alors il approche. Alors il fait 4 changements. Alors le premier changement, c'est que quand il y aura un licenciement, il s'appréciera au niveau de l'établissement à la base et pas au niveau du groupe.
C'est un recul de 25 ans de jurisprudence. Parce qu'avant, on disait, bah, vous virez dans cette entreprise, d'ailleurs, vous trichez un peu, parce que vous avez mis cette entreprise-là en difficulté, vous avez investi ailleurs, puis là, vous fermez, donc c'est grossier, et vous avez fait ça parce qu'il y a des délégués ou pour autre chose. Bon, voilà. Et on disait, c'est le groupe. Bah, maintenant, c'est fini, vous ne pouvez plus invoquer le groupe. Et donc, il n'y a plus d'obligation de passer par l'ordre des critères, et il n'y a même plus l'obligation de tenir compte des critères pour choisir les licenciements, parce qu'il n'y a plus de contrôle du tout sur les licenciements de moins de 10.